Merci d'être venu à cet atelier. Merci au CSO de nous avoir invités. Je suis médecin du sport dans une structure d'activité physique adaptée sur Toulouse qui s'appelle Capacity, qui est une entité de la clinique du Château de Vergne à Bondigou. Et nous avons mis en place un programme d'activité physique adaptée depuis maintenant 18 mois, en novembre 2017. Donc je vais vous parler un petit peu de la prescription de l'activité physique adaptée et également je vous ferai un petit retour d'expérience de ce que nous avons fait depuis 18 mois. Donc bien entendu c'est un atelier, donc j'espère que vous allez poser beaucoup de questions. J'ai un petit diaporama quand même à vous passer. Donc le plan de ce diaporama, on va parler du cadre légal, du contexte épidémiologique, des généralités sur l'activité physique, de la prescription de l'activité physique, qui va passer par une évaluation du risque cardiovasculaire avec un repérage des personnes à risque, l'évaluation minimale avant conseil ou prescription d'activité physique, la fameuse consultation médicale de prescription et la spécificité des patients en surpoids et obésité, puisque c'est aussi la thématique de la journée. Et ensuite, je vous ferai le petit retour d'expérience sur notre programme Capacity et sur les premiers résultats que nous avons pu analyser. Et ensuite, on discutera et on posera des questions. Donc, depuis 2011, en France, il y a une politique de santé vraiment volontariste qui vise à améliorer l'état de santé de la population à tout âge et même faire de la prévention. Donc le premier plan PNNS, Plan Nutrition Nationale Santé, est apparu en 2001. Actuellement, on est à la version numéro 4, qui est la version 2017-2021. Alors cette version amplifie la prise en charge nutritionnelle et les bienfaits de l'activité physique. Il n'y a plus le moindre doute sur ces deux éléments-là, en termes de maintien de la qualité de vie, le maintien de la bonne santé de nos Français. En décembre 2015, il y a une loi qui a été promulguée qui est relative à l'adaptation de la société aux personnes vieillissantes. Donc de telle façon que les personnes vieillissantes puissent vivre sans une perte d'autonomie ou une perte réussie d'autonomie, et donc un vieillissement également réussi. D'où l'intérêt de prendre en charge également en activité physique les personnes âgées fragiles, ce que nous faisons également sur Toulouse à Capacity. En janvier 2016, il y a eu la loi de modernisation du système de santé. Donc cette loi est relative aux conditions de dispensation de l'activité physique prescrites par le médecin traitant à des patients atteints d'une ALD. Donc c'est vraiment l'apparition de l'activité physique, où on a même dit du sport sur ordonnance, et qui nécessite donc un formulaire de prescription. Donc c'est une prescription médicale qui est faite par un médecin pour des patients en ALD. Le décret de cette loi est paru en décembre 2016 et il a été effectif le 3 mars 2017. Il y a eu ensuite le plan régional sport, santé, bien-être Occitanie 2019-2024, donc avec une orientation de la politique régionale en matière de promotion de l'activité physique adaptée comme facteur de santé publique. Donc, petit rappel épidémiologique sur la santé en Occitanie. On est situé au 4e rang des régions de métropole ayant l'espérance de vie la plus élevée, avec une espérance de vie pour les hommes de 79,7 ans et pour les femmes de 85,6 ans. Le taux de pauvreté, par contre, est supérieur à la France métropolitaine, pour un taux de 16,7% de précaires contre 14,3% à la métropole. Je vous donne également quelques indices de mortalité par pathologie. Donc pour le cancer, sur l'Occitanie, on a 14 050 décès par an, avec 206 000 patients en ALD. Pour les maladies cardiovasculaires, on a 31 650 patients en ALD. Pour les diabètes, on a 3 310 décès et 214 000 patients en ALD.
Par contre, en ce qui concerne la prévalence du surpoids et de l'obésité, elle est légèrement inférieure à la métropole. Là, on va parler maintenant de l'activité physique et des caractéristiques de l'activité physique. Donc l'activité physique, on l'évalue avec ce qu'on appelle le FIT-VP. Donc on va parler de la fréquence, c'est-à-dire le nombre de séances nécessaires par semaine, de l'intensité, c'est-à-dire le coût énergétique de chaque unité de temps en activité physique, le type de l'activité physique. Donc là, on va se référer aux bénéfices physiologiques attendus sur la condition physique avec l'activité physique qui va être choisie, ce qui va permettre de développer des capacités cardio-respiratoires, des aptitudes musculaires, retrouver de la souplesse musculo-articulaire et également des aptitudes neuromotrices, donc de l'équilibre. À savoir que malheureusement, ces bénéfices attendus disparaissent assez rapidement, puisque après un arrêt de 2 mois d'activité physique, les bénéfices ont disparu. Donc cette activité doit être le plus régulière possible. Donc en fait, ça doit induire une modification du mode de vie du patient, qui va devenir plus actif, en sécurité et également le plus autonome possible. Donc dans le FIT, on a également le temps, la durée, c'est la quantité de pratique par session en minutes ou par heure, par jour ou par semaine. Bon, vous savez qu'il est recommandé 30 minutes par jour, 5 fois par semaine d'une activité physique modérée ou 150 minutes par semaine. Le volume ou la quantité, c'est la durée multipliée par l'intensité. Alors, comme vous le voyez sur la courbe, le bénéfice augmente assez rapidement d'un patient qui est inactif. Dès qu'on lui fait faire une activité modérée, le bénéfice potentiel augmente très rapidement. Par contre, pour arriver à un bénéfice maximum, il faut passer d'une activité modérée à un patient très actif sur des activités de haute intensité. Et là, évidemment, il y a un écrasement de la courbe où le bénéfice potentiel augmente de façon beaucoup plus mesurée. Donc le niveau habituel d'activité physique modérée est quand même largement suffisant pour augmenter les bénéfices. Ensuite, le P, c'est la progression. C'est l'augmentation des composantes de l'activité physique tolérée par l'individu. Donc éviter bien entendu une dégradation de son état de santé s'il y a des complications, et elle est fonction de sa condition physique de base et des risques éventuels de l'activité physique qui peut limiter cette progression. Alors les patients qui viennent vous rencontrer peuvent venir soit d'une population générale, standard, c'est des gens qui envisagent d'augmenter leur activité physique à des intensités au moins modérées, ou c'est une patientèle qui, elle, est en pathologie chronique, dans laquelle l'activité physique a montré ses bénéfices et pour lequel vous avez conseillé aux patients de se mettre en route dans cette activité physique pour éviter les complications de sa pathologie. Donc, lorsque le patient arrive d'une population générale, vous allez lui faire remplir, comme il est recommandé maintenant, un questionnaire qui s'appelle le QAAP+, que je vous montrerai tout à l'heure, où il y a simplement 7 questions. Tout médecin traitant, kiné, infirmière, tout soignant peut le faire remplir, soit au domicile du patient, soit dans la salle d'attente. S'il y a non aux 7 questions, il peut aller directement sur une prescription d'activité physique et sportive. Par contre, s'il y a un seul oui à une des questions, il va falloir prendre un avis médical. Donc là, vous allez avoir un questionnaire, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc soit le patient est symptomatique, il a des symptômes d'une pathologie, et là, vous allez vers une consultation à visée diagnostique de cette pathologie, soit le patient est asymptomatique, et là, vous allez directement vers l'évaluation médicale minimale avant un conseil de prescription d'activité physique. Vous allez cibler des indications en fonction des risques à la pratique de l'activité physique, et vous allez faire la consultation médicale d'activité physique qui va dérouler sur la prescription. Là, parfois, il y aura nécessité d'examens complémentaires, d'épreuves d'effort, de CG de repos
ou d'autres examens comme des biologies, etc. Si le patient, donc, lui, est issu de votre patientèle, qu'il est atteint d'une pathologie chronique, vous allez directement vers l'évaluation médicale et ensuite vers la consultation médicale d'activité physique. Et là également, il aura les examens nécessaires pour dédouaner des complications, une autre comorbidité, etc. Donc la prescription, ça peut être toujours une réduction du temps passé à des activités sédentaires. C'est une activité physique du quotidien, également toujours. Donc faire des exercices physiques, une activité sportive qui va être choisie par le patient, avec le patient, ou un programme d'activité physique adapté si le patient est déjà sur une pathologie compliquée et où il y aura vraiment une indication. Et pourquoi pas du sport santé, donc sport de raquette ou autre, etc., qu'un patient est capable de faire. Alors comment prescrit-on l'activité physique ? Là, vous avez on peut avoir à disposition sur le site de l'HAS un guide qui s'appelle « Promotion, consultation et prescription médicale d'activité physique et sportive pour la santé chez les adultes », qui est très récent puisqu'il vient d'avoir un an et qui est excessivement complet. Vraiment, ceux qui s'intéressent à la prescription d'activité physique peuvent le lire, au moins le résumé. C'est vraiment passionnant, il y a vraiment tout dessus et je me suis servi de ce guide pour ce diaporama. Donc on va d'abord repérer les personnes à risque, en particulier le risque cardiovasculaire. Et là on va calculer ce qu'on appelle le score. C'est un score que toutes les sociétés savantes cardiologiques européennes, américaines, etc. ont validé. Vous l'avez sur un site qui est cardiorisk.fr, il est très facile à calculer, puisque vous avez 3 paramètres, 4 avec le sexe, à rentrer, c'est-à-dire le cholestérol, la pression artérielle systolique et le tabac. Soit le patient est fumeur, soit il n'est pas fumeur. Ce score est valable de 40 à 65 ans. Et c'est un score prédictif qui permet de dire quel est le risque en pourcentage d'accident coronarien vasculaire fatal chez une population qui n'a pas un haut risque vasculaire, justement. Juste comme aparté, regardez la différence simplement sur le tabac. Pour des gens qui ont une pression artérielle systolique élevée, on double le risque rien qu'avec le tabac. Chez les femmes, on passe, mettons, pour une tension à 180 de 4 à 8. Donc le tabac est un facteur de risque majeur d'accident vasculaire. Et il faut également le dépister, et ça fait partie de l'interrogatoire initial quand vous avez un patient fumeur qui veut faire du sport. Et essayez effectivement de l'envoyer chez un addictologue pour sevrer son tabagisme. Donc comment va-t-on prescrire cette activité physique ? On va faire d'abord remplir cet auto-questionnaire de santé, ce fameux QAPP2, que vous allez retrouver en ligne sur ce site-là, et le patient peut le remplir là et ensuite l'imprimer et vous le portez. Vous pouvez également lui donner sous forme papier. Donc comme vous voyez, il y a 7 questions et on va rechercher essentiellement plutôt des symptômes. Donc la première question, c'est votre médecin vous a dit que vous étiez atteint d'un problème cardiaque ou d'une hypertension artérielle, et là vous cochez oui ou non, soit un problème cardiaque, soit une hypertension artérielle. Ressentez-vous une douleur de la poitrine de repos ou au cours de vos activités quotidiennes ou lorsque vous faites de l'activité physique, pareil, vous couchez ou non. Donc vous avez 7 questions. Donc si une seule de ces questions est répondue par oui, il faut une consultation médicale. Et vous ne signez pas et vous ne faites pas une ordonnance de prescription. Si par contre le patient a coché les 7 non, vous pouvez l'envoyer directement faire de l'activité physique quand vous aurez eu un temps éventuellement éducatif avec lui pour savoir ce dont il a envie de faire. Et ce qu'il va faire surtout dans la durée. Si le patient est symptomatique, bien entendu, on ne remplit pas le certificat, on s'abstient, soit de commencer, soit éventuellement de poursuivre une activité physique qu'il aurait déjà démarrée. On consulte le médecin, soit c'est vous qui le recevez et vous proposez une consultation dédiée pour préciser le diagnostic. Soit vous l'adressez directement,
Si le diagnostic semble être sur une pathologie cardiaque, coronarienne ou autre, à un spécialiste ou un cardiologue. Si c'est plutôt respi, ben vous irez chez le pneumologue. Si le diagnostic est bien précisé et si la pathologie est stabilisée, le patient devient asymptomatique. Donc lui, il va pouvoir aller sur la consultation de prescription de l'activité physique. On va évaluer au minimal, avant conseil, le patient pour cette fameuse prescription d'activité physique. Et là, on va estimer l'intensité de l'activité qu'on va envisager avec le patient et quel est son niveau habituel d'activité physique. Puisque vous pouvez très bien avoir déjà des patients qui font une activité physique, qui font déjà leurs 30 minutes de marche 5 fois par semaine ou autre chose. Ce qui est important également, c'est d'estimer l'état de motivation du patient pour les activités physiques que vous allez envisager avec lui. Donc là, ce n'est pas vraiment un entretien motivationnel, mais c'est un échange, une petite consultation de compréhension dans lequel vous allez essayer de connaître quelles sont les envies, quels sont les besoins, quels sont les objectifs du patient en termes d'activité physique. Également, donc, ces fameuses évaluations du risque cardiovasculaire, avant la prescription, je reviens dessus. Et également l'estimation des autres risques du patient à la pratique d'une activité physique. Donc si le patient est insuffisant rénal, si le patient a un syndrome d'apnée du sommeil, si le patient a une maladie respiratoire, si le patient a une maladie auto-immune, si c'est une femme enceinte, si le patient a des douleurs musculo-squelettiques, il faudra bien sûr le prendre en compte. Donc là, on va faire un petit rappel sur l'intensité de l'activité physique que vous allez prescrire. Donc le gold standard en pratique, en mesure d'activité physique d'intensité s'appelle le MET. Donc c'est une mesure que les Américains utilisent, qui s'appelle le Metabolic Equivalent Task. C'est en fait le rapport entre la dépense énergétique mesurée de l'activité considérée sur la quantité d'énergie dépensée au repos. Il y a une correspondance avec la consommation maximale d'oxygène qui est mesurée par la VO2 max, qui elle est en litres par minute et par kilo, donc 1 mètre égale à 3,5 millilitres kilo par minute. Donc cette estimation d'intensité en mètres va permettre de déterminer 4 classes d'intensité, légère, modérée, élevée et très élevée. Et là, quand vous allez interroger votre patient qui vient vous voir et qui vous dit ben voilà, je marche 3 fois par semaine, et là vous allez lui dire ben, est-ce que vous êtes essoufflé? Est-ce que vous arrivez à parler avec votre femme? Est-ce que vous avez l'impression que votre cœur tape, etc. C'est comme ça que vous allez pouvoir, sans mesurer les mètres, savoir s'il fait une activité légère, modérée, élevée ou très élevée. Très élevée, c'est plus de 9 mètres. C'est quelqu'un qui fait du footing, c'est des activités dites de haute intensité, où on a une respiration rapide, on est vite essoufflé, on ne peut pas parler, ou soit avec des phrases très courtes, et on a une sensation de palpitation cardiaque au niveau du cou, c'est-à-dire le cœur tape vite, et en général au-delà de 140, 150. Pour prescrire de l'activité physique, il faut toujours un temps éducatif. C'est pour ça que les consultations d'activité physique, on va le voir, sont souvent très longues. Alors moi, j'ai la chance d'être salarié, et ce qui me permet d'avoir des consultations au minimal d'1 heure. Aussi bien pour l'évaluation biomédicale, ensuite l'enseignante en activité physique fera l'évaluation physique, mais également tout ce temps éducatif nécessaire, évidemment, demande beaucoup de temps. Donc pour un médecin traitant ou un médecin du sport en libéral, certainement qu'il faudra plusieurs consultations dédiées à cette prescription. Donc elle est là pour encourager et motiver le patient, fournir toutes les informations nécessaires, tous les conseils. Donc c'est un temps d'éducation thérapeutique adapté à son état de santé. L'activité physique, c'est une prescription non médicale, mais c'est quand même de l'éducation thérapeutique. On va compléter par cette fameuse consultation médicale d'activité physique, donc qui peut prendre entre 30 à 60 minutes.
Alors, si vous connaissez bien votre patient, si c'est vous le médecin traitant, évidemment, ça va être plus simple parce que l'interrogatoire, les antécédents, tout ça, vous les avez dans le dossier, ses pathologies, ses traitements, ses habitudes de vie, vous avez fait tout ça déjà. Donc là, vous allez gagner du temps. Autrement, ça sera nécessaire peut-être de réaliser un ou plusieurs temps de consultation. Voilà. Par contre, ce n'est pas nécessaire, je vous l'ai dit, pour les patients asymptomatiques. Ceux qui ont répondu 7 non au questionnaire et qui sont asymptomatiques, ce n'est pas nécessaire de faire cette consultation médicale. Donc cette consultation comprend bien sûr l'interrogatoire, donc les antécédents, les traitements, les habitudes de vie, tabac, alcool, etc. Un examen physique complet, avec une mesure de la tension artérielle, une auscultation cardiaque, une auscultation des pouls, pour aller rechercher des risques cardiovasculaires. Évaluer les différentes composantes de la condition physique par des mesures anthropométriques, donc le poids, la taille, l'IMC et si possible une impédance-métrie. Et également des tests physiques en environnement que vous pouvez faire par un éducateur en activité physique. Si vous avez des doutes sur une pathologie non dépistée, vous pouvez demander un avis spécialisé avec des examens complémentaires. Ensuite, vous pouvez également faire un entretien motivationnel qui est centré sur les activités physiques ou sportives que vous allez proposer aux patients. Et également, vous allez faire cette fameuse prescription individualisée d'activités physiques et ou sportive, puisqu'il peut y avoir de l'activité physique adaptée pour des gens en pathologie, mais également on peut aller jusqu'à une activité sportive pour des gens qui vont bien, qui ont envie de reprendre le sport par exemple, soit le tennis, soit la course à pied. Ça se termine toujours par un certificat médical d'absence de contre-indication à l'activité physique, qui doit être renouvelé théoriquement tous les 2 à 3 ans selon la législation. Par contre, le questionnaire doit être rempli tous les ans. Et ensuite, vous allez programmer un suivi médical. Un suivi médical pour l'activité physique adaptée, c'est indispensable. Nous, à la salle, on les voit tous les 2 mois pendant le programme. Et ensuite, j'essaye de revoir mes patients tous les 4 mois pour voir un petit peu les effets au long cours du programme des 4 premiers mois, voir s'ils ont réussi à maintenir, voir s'il y a des rechutes, etc. Bon, parfois, vous n'allez pas signer le certificat puisqu'il y aura des contre-indications, mais cette contre-indication n'est jamais absolue et définitive. Donc, en fonction de la prise en charge de la pathologie, si le patient a besoin d'un stent ou si le patient a besoin d'appareiller un syndrome d'apnée du sommeil, etc. Ça fait partie de sa prise en charge. Et là, ensuite, lorsqu'il est pris en charge, vous allez pouvoir reprendre ou démarrer l'activité physique. Donc, ces contre-indications sont relatives et ou temporaires et relèvent uniquement de pathologies aiguës ou non stabilisées. Donc, la prescription, ça c'est très important, elle doit être adaptée à la pathologie chronique ciblée, quand vous êtes dans le cadre de patients en pathologie. Elle doit être individualisée, donc en fonction de l'âge du patient, de son niveau initial d'activité physique et de son état de santé. Donc vous n'allez pas prescrire la même activité physique à un monsieur de 80 ans qu'à un ancien sportif de 40 ans, même s'il a pris beaucoup de poids. Elle doit être réaliste et réalisable, donc il faut qu'elle réponde aux objectifs préférentiels du médecin mais du patient et également aux ressources du patient. Vous n'allez pas proposer une activité physique de la natation à un patient qui ne sait pas nager ou qui a horreur de l'eau, ou vous n'allez pas lui faire acheter un vélo si le patient est précaire, qui ne peut pas dépenser 500 € pour avoir un vélo de bonne qualité. D'où la nécessité de ce temps d'écoute, de ce temps de compréhension. Donc l'ordonnance d'activité physique que vous allez rédiger doit être très complète. C'est comme quand vous faites une ordonnance pour un diabétique, où vous allez prescrire des médicaments, mais également des conseils hygiéno-diététiques sur la donc activité physique, diététique, etc. Ben là, c'est pareil. Donc pour l'activité physique quotidienne, donc augmentation de l'activité physique quotidienne et également diminution du temps passé à des comportements sédentaires.
Donc là, vous pouvez donner plein de conseils de telle façon que le patient soit moins sédentaire dans son quotidien. Donc se garer un petit peu plus loin, prendre l'ascenseur, ne pas prendre l'ascenseur, etc., faire ses courses à pied. Il y a plein de petits moyens qui permettent d'augmenter le nombre de pas par jour, puisque actuellement, on serait autour de 10 000 pas par jour pour avoir une activité physique non sédentaire. Tout ça, on va noter également quel développement de la condition physique est nécessaire. Est-ce que c'est de l'endurance? Est-ce que c'est du renforcement musculaire? Donc vous allez préciser tout ça avec les caractéristiques de l'activité préconisée, de modéré à intense. À quel professionnel vous allez l'adresser, hein, donc soit un professionnel enseignant d'activité physique dans une structure d'activité physique adaptée, soit un coach sportif, soit à certains kinés qui font de l'activité physique dans leur salle, etc. Il y a plusieurs façons d'adresser à des professionnels spécialisés, il y en a de plus en plus. Le programme d'activité physique, bien sûr, doit être totalement adapté à la pathologie. Donc ce n'est pas la même chose chez un patient qui souffre de troubles musculo-squelettiques, qui a une gonarthrose, une coxarthrose ou des problèmes de rachis, qu'un patient qui vient faire de la rééducation cardiovasculaire. Il existe quelques spécificités des patients en surpoids, en obésité, donc avec également là pour eux une évaluation médicale minimale avec un calcul du risque cardiovasculaire, donc le fameux score. Donc cette consultation est préconisée si le risque cardiovasculaire est modéré, élevé ou très élevé, bien sûr. Elle est toujours conseillée si on est sur des IMC supérieurs à 35 et elle est justifiée si on a un besoin d'accompagnement plus important ou s'il y a une présence de troubles musculo-squelettiques qui nécessitent de rassurer le patient et de le remotiver et d'orienter le patient là vers un centre d'activité physique adapté. À Capacity, on fait remplir un questionnaire à l'entrée qui s'appelle le TAMPA. Le TAMPA, c'est un questionnaire de kinésiophobie. Donc, c'est pour dépister la crainte, les phobies de faire de l'activité physique et de la peur de se blesser, de se faire mal. Très, très souvent, les patients ont des TAMPA très, très élevés à l'entrée parce que ce sont des gens qui souffrent énormément de douleurs musculo-squelettiques et qui ont vraiment la crainte phobique de faire de l'activité physique et de bouger. Donc, il faut absolument rassurer ces gens-là et les motiver en leur précisant bien qu'au contraire, dès qu'ils vont commencer à bouger, les douleurs vont s'atténuer. Et effectivement, je note régulièrement les traitements qui sont pris, en particulier les antalgiques en début de traitement. Et très rapidement, au deuxième mois, lorsque je les réévalue, on a une baisse d'au moins 50% des traitements antalgiques. Et souvent, au quatrième mois, j'ai même un arrêt complet des antalgiques, voire même des anti-inflammatoires lorsqu'ils ont été pris au départ. Bon, c'est un peu la même chose d'ailleurs, quelles que soient les thérapeutiques dans les maladies chroniques. Hein. Chez le diabétique, on réduit l'ordonnance de 50% très rapidement puisque l'HbA1c baisse d'au moins 1 point. Chez l'hypertendu, c'est pareil, on diminue d'au moins 50% les traitements antihypertenseurs. Donc le poids de l'ordonnance est réduit très notablement et très rapidement dès qu'on a de l'activité physique, même si la perte de poids n'est pas forcément fantastique, mais on agit sur d'autres paramètres. Donc, quelle activité physique chez un patient qui a un IMC supérieur à 25? Donc, dans la vie quotidienne, on peut proposer une activité légère à modérée, hein, donc de la marche, jusqu'à un certain niveau donc, de mètres, au moins 3, de 3 à 6, donc de la marche entre 4 et 6 km/h, avec quelques montées d'escalier pour remonter un petit peu en fréquence cardiaque, de telle façon que le patient soit un peu plus essoufflé. Vous pouvez aller jusqu'à de l'activité physique d'endurance, également 5 jours par semaine, avec une intensité qui va quand même rester modérée. Et là, vous pouvez l'augmenter progressivement vers des intensités plus élevées en fonction des résultats. Donc on reste sur les 150 minutes par semaine au départ et on augmente progressivement pour arriver à 200 à 300 minutes par semaine, donc 60 minutes par jour, 5 jours par semaine. Donc ça peut être de l'entraînement continu ou séquentiel. Donc là, on peut être sur de la marche nordique, du cyclisme, de la nage. C'est vraiment de l'endurance, de la gymnastique pour ceux aquatiques, pour ceux qui aiment ça, de l'aquabike. Également, on peut proposer du renforcement musculaire. Alors chez nous, on en fait régulièrement au moins une séance sur 2.
comme les résultats vont vous le montrer, ça permet de lutter contre ce on a parlé tout à l'heure avec la chirurgie bariatrique, contre la sarcopénie, puisque vous savez, quand on perd du poids, systématiquement, on perd du muscle. Alors que grâce à l'activité physique, vous allez voir, on maintient le muscle et même on fait du muscle, à condition effectivement d'avoir un programme de renforcement musculaire dédié. Et je pense que ça serait intéressant peut-être de tester ça en post-chirurgie bariatrique également. Ça n'a pas été proposé, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais moi ça m'intéresserait de suivre quelques patients en post-chirurgie bariatrique pour voir si effectivement c'est systématique cette perte de masse maigre quand on perd du poids après la chirurgie bariatrique. Donc renforcement musculaire, pareil, on va commencer doucement, il ne faut pas être douloureux, on va augmenter l'intensité très progressivement. Tout ça pour améliorer la force et l'endurance. Donc on travaille sur des séries relativement courtes, de 8 à 12 répétitions, pas plus de 2 à 4 séries par séance. Ces activités physiques qui sont plutôt statiques, donc on travaille avec des poids pas trop lourds, des bandes élastiques, des ballons, des appareillages divers. Et également on fait faire des assouplissements pour essayer de retrouver de la souplesse et également de l'équilibre. Vous verrez les appareils qu'on utilise, effectivement le Huber pour renforcer les muscles profonds et l'équilibre. Donc là, les étirements sont systématiques en fin de séance pour éviter les douleurs musculaires, les crampes, les tendinites, etc. Donc ce sont des étirements statiques ou qui peuvent même être dynamiques. Là, je vais vous donner les premiers résultats donc, que nous avons eus à Capacity sur la première année. On a évalué une quarantaine de patients qui sont arrivés au terme du programme. Donc la répartition des patients, c'était des patients de l'âge en moyen de 59 ans, avec un ratio sexe 56% de femmes, 44% d'hommes, et un IMC moyen juste au-dessus de 38. Donc on était en dessous de l'obésité morbide, mais on était quand même sur des IMC élevés. Donc le programme se déroule de cette façon. Il y a d'abord un bilan d'entrée médicale. Donc je reçois le patient sur 1 ou 2 consultations, au minimum 1 heure. Parfois, je rajoute une deuxième consultation pour un électrocardiogramme s'il n'a pas été fait, un test d'astreinte puisque nous faisons une VO2 max indirecte. Également, le professeur d'activité physique, l'enseignant l'évalue physiquement avec plusieurs batteries de tests qui sont tous codifiés et référencés. Et ensuite, on attaque le programme lorsqu'il a été validé. C'est sur prescription médicale, c'est le médecin traitant qui nous envoie le patient avec une ordonnance qui est rédigée et qui peut être complétée par la suite. Donc 3 séances d'1 heure par semaine pendant 4 mois. Il y a une première évaluation médicale à 2 mois. Et ensuite une évaluation finale qui reprend tout le bilan d'entrée, donc en particulier un bilan psychologique avec un questionnaire de qualité de vie que nous avons même doublé maintenant puisque nous utilisons le SF36 et le WUCOL. Également le TAMPA. Je fais même une évaluation dépression, sommeil, anxiété avec un Hamilton. Et nous refaisons les évaluations physiques. Donc à Capacity, nous recevons des patients qui ont un IMC supérieur à 25, qu'ils soient compliqués ou non. Également des patients sarcopéniques, qui sont souvent des patients âgés ou des patients qui sont suivis à l'oncopole. Des patients avec simplement des troubles musculo-squelettiques, soit en préparation à une chirurgie d'arthrose de hanche ou de gonarthrose, de telle façon qu'on travaille sur du renforcement musculaire essentiellement. Et également des patients âgés fragiles, qui est une population qui est en augmentation permanente à la salle, où on a de plus en plus de patients âgés fragiles qui viennent et qui ont des résultats qui sont vraiment très intéressants et en termes de reprise d'autonomie, de qualité de vie et de bien-être. Donc nous avons un plateau technique assez étoffé. En particulier, nous avons un haltère-G, un tapis de marche antigravité, un Huber, plus tout le matériel nécessaire pour faire du cardio et du renforcement. Donc au niveau de l'évaluation médicale, je ne vous ai pas mis toutes les évaluations que nous faisons, je vous ai simplement mis sur ce paramètre-là tout ce qui intéresse quelqu'un qui est en obésité, c'est-à-dire la perte de masse grasse,
la perte de périmètre abdominal qui est corrélée. Et là, j'ai rajouté parce que on a permis de récupérer également de la masse musculaire, de la masse maigre. C'est évalué 3 fois, à T0, T2, T4. Pour le périmètre abdominal, les périmètres abdominaux moyens à l'entrée, vous voyez, étaient quand même relativement élevés, voire très élevés, puisqu'ils étaient à 118. Donc on a une baisse qui est très significative, avec un petit P inférieur à 0,01. Pour la masse grasse également, on était sur des masses grasses supérieures à 40% à l'entrée. Et à 4 mois, on est aux alentours de 37%, donc également avec un petit P inférieur à 0,01. Et la masse maigre, non seulement on a stabilisé, mais même on a augmenté également la masse maigre de façon modérée, d'autant plus importante que les gens avaient une masse maigre basse. Donc là, on est sur des masses maigres moyennes de 13 kg et on a atteint 13,7 kg, 13,8 kg de mémoire, donc des prises de masse maigre, masse musculaire de 600, 700, 800 grammes. Donc également avec un nombre de patients pourtant pour l'instant encore limité à 40, mais un petit P qui est significatif. La perte de poids moyenne dans le programme est de l'ordre de 5 kg, ce qui n'est pas énorme pour 4 mois, mais ce qui permet d'enclencher quand même une amélioration très nette, aussi bien au niveau physique que psychologique. Vous le verrez d'ailleurs avec les réponses au questionnaire qualité de vie. En termes d'évaluation physique, donc là je vous ai mis l'endurance, la force musculaire et la VO2 max, donc les capacités cardio-respiratoires à l'effort. Donc au niveau de l'endurance, sur le test que nous utilisons, on a également une amélioration très significative avec également un P inférieur à 0,01. Sur la force musculaire des membres inférieurs, également, c'est très significatif. On utilise également le hand grip pour les membres supérieurs. Je ne vous ai pas mis les résultats, mais c'est exactement équivalent à ça. Et la VO2, les capacités cardio-respiratoires, les gens sont beaucoup moins essoufflés. Donc, dans le verbatim, quand je les interroge, c'est la première chose qui sort. S'ils habitent au 4e étage, avant, ils s'arrêtaient au premier, ils étaient obligés de se reposer. Maintenant, ils arrivent à grimper 4 étages. Pourquoi ? Parce que la VO2 grimpe de 25 à plus de 30. Donc, on a une amélioration de plus de 20% en 4 mois. Même là, je pense, c'est un des paramètres qui s'améliore le plus. Alors, c'est corrélé avec une baisse de tension artérielle, corrélé également avec un pouls de repos qui baisse de plus de 10 pulses en moyenne, voire même plus. Donc la fréquence cardiaque de travail, évidemment, qu'on préconise également, ça baisse. Et au terme, bien sûr, la finalité, c'est quoi ? C'est l'amélioration de la qualité de vie. Donc les premiers paramètres que nous avons évalués avec des gens qui ont souvent des problèmes physiques, et c'est souvent là où ils sont le plus bas sur le WCOL. Le WCOL, c'est un pourcentage. Donc ils sont inférieurs à 60%, ils sont juste au-dessus de la moyenne. Et là, à 4 mois, ça s'élève également de façon très significative au niveau physique. Ils se sentent beaucoup mieux, plus toniques, moins essoufflés, avec une condition physique tout autre, donc beaucoup plus sûrs d'eux. Et ça réagit également au niveau du mental, avec en général un meilleur sommeil, une meilleure estime de soi. Et le score également sur le domaine mental, vous voyez, même s'il est moins significatif, augmente. Au niveau social, ça n'a pas bougé. Pourtant, je trouve que le fait que les gens se retrouvent dans une salle à 3, 4, en particulier pour les personnes âgées fragiles, ça crée du lien. Et ils vous le disent, c'est vrai que là, sur le WCOL, il n'y a pas eu d'amélioration significative. Et au niveau de l'environnement, bien entendu, ça ne bouge pas nécessairement. Mais le physique et le mental, je pense que c'est vraiment ce que j'attendais, ce que j'espérais. Là, actuellement, depuis quelques mois, on utilise le SF36 et on va mettre en parallèle les 2 questionnaires pour les évaluer le plus finement possible. Donc, je rappelle que les bénéfices sont très significatifs au niveau de la condition physique, de la qualité de vie. On améliore tous les paramètres biomédicaux. Donc là, je passe sur l'amélioration également pour les diabétiques. On a environ 25% de diabétiques, donc de l'HbA1c. On est à plus d'1 point d'hémoglobine glyquée à 4 mois. Également au niveau des lipides, des triglycérides, bien sûr, mais même du cholestérol. Et également au niveau physique, comme je vous ai montré sur les évals. Notre objectif, bien sûr, c'est d'autonomiser les patients. Ce n'est pas facile, mais on a quand même 2/3 des patients qui sont partis en autonomie. Je les suis après cette période de 4 mois, je les revois à 8 mois et à 12 mois. Alors, il y en a
un pourcentage qui n'est pas négligeable, plus que la chirurgie bariatrique, qui ont rechuté, mais qui reviennent faire un programme pour repartir sur des bonnes bases. Et il y en a un tiers qui ont préféré renouveler d'emblée le programme, parce qu'ils se sentaient tellement bien et ils avaient effectivement quelques craintes de se retrouver un petit peu plus seuls. Donc ils voulaient continuer à maintenir cette motivation et renforcer les bénéfices. Voilà, bon, la conclusion, c'est que actuellement, l'HAS reconnaît depuis 2011 les bénéfices pour les patients atteints de maladies chroniques de la prescription de l'activité physique comme thérapeutique non médicamenteuse. L'OMS, cette année, met comme déterminant de santé l'activité physique à plein. Là, au mois de février, l'INSERM, qui tous les 4 ans donne une expertise de toutes les études avec toutes les analyses critiques de toutes les études internationales, a conclu à nouveau à un bénéfice très net dans toutes les pathologies cardiovasculaires, le cancer, le diabète, les pathologies respiratoires chroniques, l'obésité, les troubles musculo-squelettiques. Cette année est venue se rajouter les maladies mentales et toutes les multimorbidités. Donc on a toutes les preuves actuellement pour dire que l'activité physique, ça fait beaucoup de bien, c'est indispensable, c'est une thérapeutique en soi. Le seul souci que l'on a, c'est je perds un temps fou à me battre avec les mutuelles pour essayer d'avoir quelques sous, quelques remboursements. On a beaucoup de patients précaires et c'est très compliqué pour nous. On est obligé de faire des prises en charge parfois même gratuites où la clinique prend en charge. La capacité dans une maison de santé pluridisciplinaire, universitaire, également ils en prennent en charge quelques-uns. Il faudrait absolument qu'on arrive à déclencher, comme la loi le préconise, un remboursement ne serait-ce que partiel des caisses. Donc je pense que c'est ça la bataille des prochains mois, de la prochaine année. C'est pour ça que ce fichier recherche que nous tenons, nous allons l'étoffer de plus en plus pour avoir vraiment des billes de telle façon qu'on puisse prouver que l'activité, je pense que tout le monde le sait, mais il y a encore besoin de preuves nécessaires, ça paraît incroyable. Parfois ça me rend malade de perdre tout ce temps, mais il le faut. Voilà, on en est là. Donc je remercie bien sûr le docteur Sanguignol, sans qui ça n'aurait pas été possible, puisque ça a été l'instigateur de cette salle et dont il m'a confié la responsabilité. Et c'est vraiment avec un grand plaisir que je m'en occupe et c'est vraiment passionnant. Toute l'équipe de Capacity, donc mes enseignants, Coralie qui n'a pas pu venir aujourd'hui suite à des problèmes de santé, Marie, Jessica, Domitille, et le médecin qui s'occupe de l'unité de recherche, qui m'aide pour ce fichier recherche, dont j'espère on pourra en tirer des bénéfices pour nos patients, Mathieu Despo. Et maintenant, j'attends vos questions. Bonjour, moi je suis diététicienne en libéral. Je reçois souvent des patients qui cherchent à perdre du poids et en plus d'un rééquilibrage alimentaire, je leur dis en permanence que l'activité physique adaptée est indispensable. Je parle des 10 000 pas par jour, je parle des 30 minutes de marche 5 fois par semaine. J'essaie de voir un peu quelles activités ils font déjà ou pourquoi ils ont arrêté, s'ils ont arrêté. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus en fait ? Est-ce que je peux... parce que moi, je ne peux pas prescrire cette activité physique, je ne peux pas faire tous les examens médicaux qui vont avec. Est-ce que je peux les envoyer vers leur médecin traitant ? Qu'est-ce que je peux faire en plus pour que justement les inciter encore plus à faire cette activité physique ? Bon, effectivement, je pense que ce que vous pouvez faire, c'est les motiver effectivement à faire cette activité physique en les renvoyant chez leur médecin traitant, puisque la prescription doit être faite par le médecin traitant. Pour moi, c'est la même chose. Moi, je fais faire de l'activité physique, mais à côté de ça, je leur dis, si vous voulez vraiment avoir des résultats significatifs sur la perte de poids, il faut absolument que vous alliez voir une diététicienne. Parce que l'activité physique seule, isolée, ça a également ses limites. Donc, il faut mettre en place un rééquilibrage alimentaire absolument nécessaire. C'est ce que nous faisons à la clinique. Bon, moi, je suis axé sur l'activité physique, mais je les envoie consulter soit un médecin nutritionniste, soit une diététicienne. Je suis en contact avec plein de diététiciennes qui travaillent
près de la maison de santé. Et moi, je suis médecin généraliste en libéral et j'avoue que je me pose des questions sur cette fameuse prescription parce que quand je vois votre développement, ça me paraît extrêmement compliqué. Il est évident qu'en un quart d'heure, 20 minutes de consultation, même si les patients chroniques qu'on revoit régulièrement, moi je fais comme madame à côté, c'est-à-dire je prescris, enfin, je propose, je discute, mais une prescription, je m'appuie beaucoup en fait sur les kinés pour faire de ce que j'appelle la réhabilitation sportive, en activité physique. Le problème, c'est parce que la plupart du temps, effectivement, c'est des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller dans une salle. En plus, dans les salles, moi, je leur dis il faut quelque chose d'adapté. Je préfère que ce soit un kiné qui adapte vraiment le soin en rapport avec le patient. Et donc, il y a une prise en charge, il y a un coût. Et donc, au niveau des prescriptions possibles, je marque réhabilitation cardio-respiratoire quand il y a une pathologie en rapport. Mais sinon, je ne sais pas si ça se généralise de pouvoir prescrire une activité dans un centre. Parce qu'après, il y a le coût du transport pour aller dans un centre. D'abord, est-ce qu'il y a une prise en charge? Parce que vous, c'est nécessaire. Votre recrutement, est-ce qu'il est spontané? Ou est-ce qu'il est lié à déjà un pré-recrutement par des médecins de ville, par exemple, ou autre? Alors, la capacité, ça dépend d'un nécessaire, mais ce n'est pas nécessaire. Donc déjà, le transport médical n'est pas pris en charge, hein, ça c'est clair. Alors, le recrutement, il est multiple. Il est effectivement dû par des patients qui sont suivis en SSR, en particulier à Bondigou, qui ont besoin de continuer l'activité physique et qui habitent sur Toulouse, donc pas trop loin de la salle. Et après, j'ai de plus en plus de médecins traitants qui connaissent Capacity, des spécialistes, en particulier des diabétologues, le centre également de nutrition du CHU de Toulouse, du professeur Ritz, qui nous envoie des patients, puisqu'ils n'ont pas cette structure-là là-bas, même si Formi existe à Toulouse. Également, de plus en plus de médecins traitants. Alors effectivement, vous avez raison, les prescriptions que je reçois ne sont pas aussi détaillées. Ils me laissent effectivement, voilà. Donc c'est une prescription simplex, prescription d'activité physique adaptée pour un patient dans tel type d'ALD, hein, puisqu'il faut que le patient soit dans ALD pour qu'il puisse bénéficier éventuellement d'une prise en charge. On a des partenariats avec des mutuelles. On a même une mutuelle actuellement qui nous prend le patient à 100%, c'est-à-dire rembourse la totalité du programme. Alors le programme coûte 600 € pour 4 mois à raison de 3 heures, donc ça fait 48 séances. Ça revient à 12,50 € la séance, avec un coaching permanent personnalisé. Alors quand on le dit comme ça fait quand même pas très très élevé. Quand vous savez qu'un coach sportif, c'est entre une cinquantaine d'euros de l'heure à peu près, entre 30 et 50 € de l'heure. Hein, c'est à peu près le tarif, c'est plutôt 50. Nous, on est à 12. Donc effectivement, ça demande des efforts parfois à des patients qui n'ont pas la chance d'avoir une mutuelle qui prenne en charge. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on essaie de faire du lobbying auprès de certaines mutuelles. On en a fait venir. Bon, chaque fois qu'ils viennent, ils sont séduits par notre mode de fonctionnement et tout. Ils mettent en place des choses, mais on gagne du terrain, mais tout petit à petit. Mais je conçois très bien que vous, médecins généralistes, des consultations d'1 heure, vous ne pouvez pas les faire, c'est évident. Hein, ce bilan d'évaluation, c'est peut-être un peu trop lourd. Par contre, si dans vous êtes de Montpellier, je ne sais, s'il y a des structures un peu équivalentes, je pense que ça vaut le coup. Alors, il n'y a pas de guéguerre entre les kinés et les enseignants en éducation physique, mais on ne fait pas tout à fait le même travail. Hein. Je pense qu'on ne fait pas tout le même travail. C'est vraiment de la réhabilitation, etc. Mais c'est remboursé. Voilà. Oui. Voilà, c'est le moyen d'être remboursé. Moi, j'ai une petite question technique. Je suis Florent Crime, je travaille dans un SSR cardio en Picardie. J'ai compris que vous faisiez des VO2 aux patients obèses. Et du coup, comment vous vous en servez pour la prescription d'activité, en particulier le nombre de watts à prescrire et la fréquence cardiaque? Quelle fréquence cardiaque vous choisissez? Vous travaillez Alors tout dépend de l'âge du patient, mais enfin, globalement, on essaye quand même de travailler sur des intensités assez hautes, hein, même chez le patient obèse. Hein. On n'est pas sur de l'endurance stricte. On a quelques séances d'endurance, mais on travaille vraiment sur du cardio à haute intensité.
Je pense qu'actuellement, les dernières études ont montré que c'est là où on avait les meilleurs résultats en termes de perte de masse grasse et même en termes de renforcement musculaire, puisqu'on a des phases qui sont anaérobie où on va travailler le renforcement musculaire. Donc on est quand même sur des intensités assez hautes et effectivement je ne pense pas que chez les kinés ils puissent faire la même chose que ça. D'abord c'est sous surveillance, moi je suis à la salle en permanence, voilà. Donc je Au-delà bois. du premier seuil. Pardon ? Au-delà du premier Au-delà seuil. du premier seuil, oui. Justement, est-ce que vous pourriez nous donner des précisions sur comment on peut faire pour que ce soit remboursé et pris en charge? Alors, est-ce qu'il y a des centres ici, Montpelliérain, où ça pourrait être pris en charge? Quelle mutuelle? Vous dites certaines mutuelles le prennent en charge? Oui, actuellement, la plus grosse mutuelle, donc que ce soit à Montpellier ou à Toulouse, je pense qu'ils font exactement la même chose. D'ailleurs, l'équipe, il n'y en a pas aujourd'hui d'ailleurs. Il n'y a pas de gens de chez Vazi, parce que Vazi est à Montpellier. Je suis en contact avec eux. Alors c'est la Maïf, qui est une des plus grosses mutuelles en France et assureur, a décidé de prendre en charge tous les patients en ALD, quel que soit le contrat qu'ils ont avec la Maïf, même si c'est un petit contrat d'assurance, habitation ou autre, même si ce n'est pas une mutuelle, ils prennent en charge via, il y a quelques mois ça s'appelait la mutuelle des sportifs, qui existe toujours, qui a toujours un partenariat avec nous, mais maintenant ils ont signé avec une jeune boîte, une sorte de start-up qui s'appelle Vazi. D'ailleurs ce sont des coachs sportifs qui font tourner cette boîte-là, ils sont de Montpellier. Ce sont des gens donc qui sont l'intermédiaire de la Maïf. Donc quand vous avez un patient Maïf, vous lui dites de téléphoner donc à la Maïf, qui va donner les coordonnées de Vazi et avec son numéro d'adhérent, la Vazi va lui proposer donc une salle, parce que nous ils ont signé un partenariat avec nous à Toulouse, mais je suppose qu'à Montpellier ils ont fait la même chose. En contrepartie, ils nous demandent d'évaluer les patients parce qu'ils veulent des évaluations, qui sont les évaluations que nous faisons, nous, déjà naturellement, mais ils les veulent pour eux aussi. Ils ont un site, une plateforme, où les patients viennent s'inscrire, moi je les reçois, je fais les évaluations, et ça permet aux patients de bénéficier d'une prise en charge totale sur un programme par an. Donc déjà, cette mutuelle. Actuellement, on est en train de bousculer la MGEN, c'est pas loin de démarrer aussi, il va falloir continuer à insister, mais bon, il y a des grosses mutuelles, Harmonie, MGEN. Je pense qu'en 2020, on va avoir un bon paquet. Nous, on a une mutuelle toulousaine qui s'appelle la mutuelle du Rempart. Je ne sais pas s'ils sont installés sur Montpellier, mais c'est une mutuelle très connue chez nous, qui a également décidé de mettre en place un remboursement partiel. Pour l'instant, ce n'est que de 200 € sur les 600. Enfin, ça bouge. Et chaque fois que j'ai ces gens-là au téléphone, ils me disent « Mais nous, on attend que la caisse rembourse quelque chose ». Donc c'est évident que dès que la caisse va rembourser quelque chose, même quelque chose de minime, ça va tout déclencher. C'est pour ça qu'il faut qu'on bosse là-dessus. Et tous ceux qui sont impliqués là-dedans, tous les responsables et autres, il faut qu'on aille dans ce sens-là, de telle façon que les patients puissent bénéficier de ce remboursement partiel ou total. Bon, c'est vrai, nous, chez certains que l'on prend en charge, on leur demande une petite participation, mais en plus je crois que c'est bien, que tout n'est pas gratuit, tout n'est pas... Voilà, une petite participation, c'est motivationnel, les gens donnent 30 € par mois, ce qui est le prix d'une salle de sport low cost, mais ça leur permet de rentrer dans le programme et ça leur coûte 120 € pour les 4 mois. Et je trouve que c'est très très bien. C'était simplement pour avoir quelques renseignements. Il n'y a pas du coup de kinésithérapeute dans votre structure, c'est simplement des enseignants d'activité physique adaptée. Ce ne sont que des enseignants, oui. D'accord, ok. On ne fait pas de soins du tout. Okay. Ouais, Par contre, on peut travailler avec des équipes de kinés. On en a des équipes de kinés qui sont venues nous voir. On est en partenariat quand il y a du soin, quand j'ai des problèmes de tendinopathie ou autre, j'envoie à l'équipe de kinés qui font du soin. Ok. Et pour pas qu'il y ait de malentendus aussi, c'était simplement prêcher un petit peu la paroisse, notre paroisse. C'était pour dire que du coup, à la sortie, avec le diplôme de kiné, on a aussi la double casquette d'éducateur sportif. Donc on est aussi également habilité à dispenser de l'activité physique adaptée pour les patients qui ont les atteintes les plus sévères. Et au-delà de ça, il y a le Conseil national de l'ordre qui en 2017, suite à la promulgation de l'activité physique adaptée sur ordonnance, qui a sorti une notice qui permet aux kinés d'évaluer également les patients. Donc c'était pour dire qu'on n'est pas non plus que dans la réhabilitation. Et il y a une grande partie du bilan activité physique adaptée que vous faites passer aux patients.
qu'on peut faire passer aussi, et on peut être aussi un partenaire. Alors je sais qu'après en libéral, la pratique réelle est parfois très éloignée de ce qu'on nous apprend à l'école, mais c'était simplement pour le rappeler à l'audience. Voilà. Merci. Oui, s'agissant du remboursement des caisses, il me semble que j'avais vu dans la presse, alors il y a peut-être 18 mois déjà, que côté alsacien, ils étaient rentrés dans un régime de remboursement. Alors je voudrais savoir quelle année le bilan, si c'est exact déjà. Et puis, est-ce qu'on peut en tirer une généralisation, sachant que le régime assurance maladie Alsace-Moselle n'est pas tout à fait le même que le régime assurance maladie du reste de la métropole. Mais voilà, c'était un peu avoir des informations par rapport à cela, si vous en avez bien entendu. Alors c'est tout à fait vrai. Peut-être que Frédéric a plus d'informations et sur des bilans qui ont pu en être tirés, mais c'est vrai qu'ils sont un peu plus avant-gardistes que oui, nos ils ont caisses. remboursé effectivement l'activité physique, mais bon, comme vous l'avez dit, ils sont quand même un petit peu à part. Moi, j'ai été auditionné à l'Assemblée nationale sur cette problématique de la prescription de l'activité physique. J'ai dit aux députés que l'assurance maladie paie 1 euro. Pour un patient, que l'assurance maladie paie 1 euro. Et les mutuelles derrière seront obligées de payer le reste. Donc le coût, il n'est pas énorme. Pour l'assurance maladie, 1 euro, ça peut se concevoir, je crois. Surtout pour les résultats attendus. Après, les mutuelles derrière paieront le reste. Donc voilà, pour l'instant, on n'en est pas encore là, ça avance, ça chemine. Vous avez vu, les mutuelles commencent à payer des prises en charge. Ça va venir. Il faut continuer à se battre, les uns et les autres. L'ARS comme nous. J'ai entendu parler sur la région de Montpellier d'un programme de rééducation sportive pour les personnes âgées qui était organisé par l'hôpital et qui était prise en charge gratuitement, mais en fait, j'en sais pas plus. Est-ce que vous en savez quelque chose ? Non, Montpellier, c'est pas. Non, on est toulousain, donc c'est vrai que c'était peut-être s'il y a un médecin montpelliérain qui peut peut-être en dire plus dans la salle. Moi, j'ai pas d'infos sur Montpellier. Mais ça serait pas impossible. À Toulouse aussi, ça bouge beaucoup au niveau géronto. D'ailleurs, on a un partenariat là sur une étude que le CHU a valorisé, qui s'appelle ARI, pour lequel on va prendre 50 patients qui nous seront envoyés par le gérontopole en charge, là, sur un programme d'activité physique également, des patients fragiles. Donc je pense qu'à Montpellier, ça doit bouger aussi. Il n'y a aucune raison. Oui, à Montpellier, il y a le professeur Hubert Blin qui organise ça avec un partenariat avec les équipes de STAPS, justement. Il a créé des groupes, d'après ce que je me souviens, c'était il y a 1 an de ça, sur plusieurs villes. Donc un groupe à Montpellier, un groupe à Juvignac, pour amener les personnes âgées en état avant qu'elles soient en fragilité, à participer à ces groupes. Et c'est pris en charge, c'est gratuit, parce que ce sont les étudiants STAPS qui font l'activité physique adaptée. Mais il faut passer par le CHU, par Antonin Balmès. Nous, on a des patients, là, mon patient le plus âgé a 88 ans, là, actuellement, et bon, chez les obèses, on a d'excellents résultats, mais chez les patients âgés, on a des résultats vraiment fantastiques. C'est vraiment incroyable comme on améliore leur autonomie, leur qualité de vie. C'est vraiment extraordinaire. Et en particulier la sarcopénie qui touche systématiquement les gens âgés, on la bloque complètement au niveau de la masse musculaire. Sur les impedances-métries, ça ne bouge plus. On ne leur fait pas gagner de muscle, mais on évite la chute. On évite la chute et on bloque complètement ce mécanisme, malheureusement physiologique. Et les gens se sentent vraiment beaucoup mieux au niveau de l'équilibre. Les gens ne chutent plus. Enfin, c'est remarquable. Juste pour compléter, ici, ce dont vous faisiez allusion, c'est le programme MACVIA, qui est fait effectivement avec Hubert Blin. C'est pour MACVIA, et c'est les étudiants en STAPS. C'est un programme qui est financé au niveau européen, dans plusieurs villes en Europe, en fait. Et c'est un programme de prévention des chutes et de maintien de l'autonomie pour les personnes âgées.
ben, vous pouvez contacter le professeur Blin et Pierrick Bernard à l'université STAPS qui pourra vous donner plus d'informations là-dessus. Plus de questions? Ben, merci pour votre attention. Ah, Juste une petite information des organisateurs. Vous recevrez dans les 24 à 48 heures votre attestation de présence à cette journée. Et en même temps que cette attestation de présence, vous aurez un petit questionnaire d'évaluation. C'est extrêmement important, évidemment, pour les organisateurs que vous le remplissiez. Donc, merci d'y penser et de leur renvoyer. Voilà. Au revoir.